Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle preview et l'avant-dernière preview de la saison 2021-2022. Ça y est, on arrive au bout, on arrive sur les 4 meilleures équipes de la ligue. Je vous explique plus comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on va s'occuper du Jazz et des Nets. Il y a beaucoup de choses à dire. On va se régaler avec ces deux équipes. On met la petite intro comme d'hab et on commence par la conférence Ouest avec Utah. Let's go. Come on, hop on. Good morning. It's the NBA 75th. Donc le Jazz, l'année dernière, saison magnifique. Une magnifique saison régulière. LeBron l'a dit, personne prend le Jazz sur Touquet, mais ça finit meilleur team de la ligue. Et ouais. Alors que les Lakers, c'était vraiment pas le cas. Donc je le disais, premier de conférence, même première équipe de NBA, 52 victoires pour 20 défaites, donc un bilan vraiment magnifique. Et puis une équipe également hyper costaud. Bien sûr, en premier lieu, le trio, Gobert, Mitchell et Conley, donc qui sont All-Star tous les trois. Et ouais, même Mike Conley est All-Star. Alors, c'est parce qu'il y a eu pas mal de blessures ou de Covid ou de je sais plus quoi. Mais en tout cas, il a sa petite étoile sur le maillot, ce qui est plutôt cool parce que je vais très très vite vérifier. Mais il me semble que Mike Conley a jamais été All-Star. Voilà, c'est la seule qu'il a. Ce sera sûrement la seule qu'il aura aussi. Donc c'est très très cool. Moi j'adore Mike Conley, donc je suis très content qu'il ait ce petit bonus pour la saison. Donc voilà, le trio magnifique, défensivement, offensivement, Donovan Mitchell qui continue son développement, qui continue à devenir une superstar, un franchise player et à s'imposer, c'est très très propre. Pour parler un peu des ratings de cette équipe, parce qu'on a là une top, c'est ça, top 3 en attaque et top 4 en défense, donc hyper solide des deux côtés du terrain. En termes de 3 points, alors en pourcentage c'est quatrième, mais par contre en tentative et en 3 points marqués c'est largement premier. Ils ont envoyé du 3 points en balle et à des pourcentages vraiment très très propres. Donc voilà, c'était ça un peu le mojo du Jazz la saison dernière. Grosse défense et en attaque on se fait plaisir, on envoie du 3 points. Et aussi on fait jouer le trio. On fait jouer pas mal de petits joueurs de complément autour, que ce soit Bojan Bogdanovic, qui a fait un sacré chantier quand même cette année, qui a été aussi très important. Joe Ingles, en sortie de banc, il a joué aussi pas mal titulaire, mais en sortie de banc. Un autre gars, bien sûr, en sortie de banc, Jordan Clarkson, qui lui se fait plaisir depuis qu'il est au Jazz, c'est magnifique. George Niang également, Derrick Favors, voilà. Une équipe très bien construite, qui a été très peu touché par ce qui est blessure et Covid aussi. Là, 18 joueurs utilisés cette année, ça fait vraiment très peu comparé par exemple aux équipes où je vous disais qu'il y en avait une trentaine comme les Rockets. 18 c'est vraiment pas beaucoup et je pense que c'est l'équipe qui utilisait le moins de joueurs finalement. Donc voilà, peu touché par le Covid, ce qui te permet de garder un groupe bien soudé et une régularité sur ta saison, ce qui fait que tu es premier. Et bien sûr, je viendrai après sur les petites blessures qu'il y a eu, mais Rudy Gobert qui prend son 3e DPOY, donc défenseur de l'année une nouvelle fois, et Jordan Clarkson, 6e homme de l'année. Donc voilà, les récompenses arrivent avec une très très belle saison collective et une team très bien huilée. Mais du coup, la fin de saison n'est quand même pas toute rose, puisqu'on a quelques blessures, notamment Mike Conley et Donovan Mitchell, qui a raté toute la fin de saison et le premier match de playoff face aux Grizzlies. Donc on va transitionner un petit peu vers les playoffs, parce que c'est là où le bas blesse, comme on dit dans cette équipe du Jazz.
Et Mike Conley, pareil, qui a raté quelques petits matchs par-ci par-là, a raté une petite dizaine, je crois, à la fin de la saison, et également en playoff. Du coup, lui, ce sera face aux Suns, je crois, où il aura manqué pas mal de matchs. Donc, déception en playoff une nouvelle fois. Au premier tour, une très belle bataille qui n'a pas duré longtemps puisqu'ils sortent les Grizzlies 4-1. Voilà, il y avait largement une différence de niveau. C'était un petit peu le petit frère contre le grand frère, mais il y a un très large écart entre ces deux équipes. Et puis, je vous le disais, blessure de Conley. Et. Ah, mais non, pas du tout. Pourquoi je parle des Suns? Je suis fou. Mais oui, c'est vrai, cette équipe des Clippers qui les a sortis. Oh là là, où avais-je la tête? Euh, Ce sont bien les Clippers, puisque donc le Jazz menait 2-0. Et les Clippers, Paul George trop fort, Terrence Mann trop fort, qui reviennent à 4-2 et qui sortent le Jazz. Donc là, c'est vrai, gros défaut, puisque malgré euh, bah, un Donovan Mitchell incroyable et l'absence de Conley, le reste de l'équipe a un peu capoté et ça arrive pas à sortir les Clippers sans Kawhi Leonard, hein, on s'entend bien. Je sais plus à quel match il se blesse, peut-être au quatrième match de cette série. Mais donc sans Kawhi Leonard à la fin de la série, ils n'arrivent pas à le sortir, à les sortir, pardon. Donc là, gros point noir sur la fin de saison. Ça passe un tour, donc c'est déjà bien d'aller en demi-finale de conférence. Mais après une magnifique régulière, c'était quand même très décevant. Bon, maintenant, il fallait s'améliorer. Vous savez, hein, dans les équipes comme ça, on n'a pas beaucoup de changements lors de l'été, mais des petites arrivées qui peuvent faire la différence. Et je trouve que le Jazz, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit, mais par contre, ils ont très bien géré leur été, avec en premier lieu, en choix numéro 40 de la draft, Jared Butler. Donc je vous ai dit que je parlais pas beaucoup des seconds tours, mais là pour le coup, il faut en parler. Il a été blessé, je crois, pas mal, mais c'est le meneur des champions NCAA, et j'ai encore oublié leur nom, c'est fou ce truc. Baylor, l'université de Baylor, et par contre le nom de l'équipe, je m'en souviens plus. Mais bref, donc meneur champion, capable de créer du jeu, qui sera bien en sortie de banc. Derrière Mike Conley, c'est le seul joueur qu'ils ont clairement qui peut porter le ballon. Bien sûr, Jordan Clarkson peut très bien le faire en scoring. Jared Butler a plus ce côté-là, un peu de distributeur. Donc ça, c'est vraiment un très bel apport. Et en 40e, ça peut être comme un Nikola Jokic qui est le MVP drafté le plus bas. Jared Butler, pas MVP, mais ça peut être un beau joueur drafté au second tour qui explose lors de sa carrière NBA. Côté départ, maintenant, on a Ersan Ilyasova, on a Derek Favors et Georges Niang. Donc, quand même, 3 joueurs assez importants. Ersan Ilyasova, je crois qu'il a, je veux pas dire de bêtises, est-ce qu'il a joué beaucoup de matchs? Voilà, 17 matchs, c'est ce que j'allais dire. Il a très peu joué, mais Georges Niang et Monsieur Derek Favors en sortie de banc, ils étaient quand même importants. Mais on va dire que c'est pas grave parce que côté arrivée, je finis juste avec les départs. On a un changement de GM. Les propriétaires, voilà, les propriétaires de l'équipe, de la franchise, avaient changé durant l'été d'avant, je crois. Donc c'est normal qu'il y ait du changement au niveau du general manager finalement. Donc au revoir monsieur Dennis Lindsay et bonjour, je ne sais même pas parce que je ne l'ai pas noté. Donc bonjour un nouveau GM. Voilà, en tout cas, je sais plus qui a fait le boulot du coup, si c'est Dennis Lindsay qui s'est occupé de l'été ou si c'est le nouveau GM. Du coup, j'ai pas du tout son nom. Mais voilà, vous ne m'en voudrez pas. Je le disais, côté arrivée, elles sont très belles, avec d'abord Jared Butler à la draft, je l'ai dit, et 3 arrivées. Eric Pasquale, qui était chez les Warriors. Donc dans la preview des Warriors, je vous disais, je me souviens plus contre quoi ils l'ont échangé. Ils l'ont échangé contre un second tour, donc ce qui est vraiment ridicule. Donc Eric Pasquale qui a montré de très belles choses défensivement, un peu le côté bully qui est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain, c'est très propre. Hassan Whiteside derrière Rudy Gobert,
Je sais pas ce que ça peut donner dans cette équipe, je suis très curieux de voir parce qu'on sait que Whiteside il est un peu cramé, il a un peu une tête de con, mais dans un vrai projet bien construit, tenu un peu de main de fer par le coach Quinn Snyder, et lui on en reparlera juste après, ça peut cliquer à Sam Whiteside et ça peut être très propre. Et Rudy Gay, le vétéran qui vient apporter son expérience, en sortie de banc il sera très 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 bien. Franchement, j'aime beaucoup l'été du Jazz, comme je vous l'ai dit, assez discret mais très propre, et ça peut faire très très mal sur l'année qui arrive. Donc Conley qui prolonge, pour finir avec les moves de l'été, 3 ans, 68 millions, franchement c'est méga méga propre pour faire un peu de continuité au projet. Et puis voilà, je pense qu'il est vaut, il a montré, c'est un joueur discret, c'est un joueur qui fait le taf en défense. Des petits soucis de blessure qu'il faudra régler si le Jazz veut vraiment être performant. Mais voilà, capable de porter le ballon, de créer du jeu. Mike Conley, très très bon et qui mérite largement ce petit contrat. Voilà pour les moves de l'été qui sont très propres. Maintenant, il va falloir gérer sur l'année qui arrive. Et on va en parler tout de suite, évidemment. Vous le sentez venir. Maintenant, objectif quoi? Objectif lune? Non, on n'est pas dans Tintin. L'objectif, ce sont les finales NBA et le titre. Gobert, je crois qu'il en a un peu parlé cet été dans les médias. Clairement, l'objectif du Jazz, c'est le titre NBA. Malgré la défaite en demi-finale de conférence l'année dernière, on peut se reposer un peu sur les blessures, mais ça reste un très très gros choke. Cette année, il faut viser le titre. En régulière, ça va performer. C'est pour ça que moi je les vois premiers. Là, je le fais. On finira demain, je pense que vous avez compris. On finira demain avec Milwaukee et Phoenix, donc les équipes qui étaient en finale l'année dernière. Mais pour le coup, je vois quand même le Jazz très bien performer en régulière, même finir premier sans problème avec équipe continuité de folie. Les joueurs qui arrivent sont de très très bons vétérans ou de très très bons jeunes. Donc c'est hyper propre, c'est carré et ça va rouler jusqu'en playoff. Et c'est là où on les attendra. En vrai, ils peuvent finir deuxième, troisième, peu importe. Excusez-moi. Après, faut pas que ce soit catastrophique, bien sûr. Mais peu importe leur place, tant qu'ils sont dans le top 3, j'ai envie de dire, top 4 si vous voulez. Ce Jazz-là, on les attendra en playoff. Et il faudra que ça démonte au premier tour, que ça roule sur l'adversaire au second, que ça aille au moins en finale de conf et l'objectif final NBA, même titre. Donc la base est très très bonne. Les 2-3 pièces ajoutées à l'été sont très intéressantes. La prolongue de Mike Conley pour viser sur 2-3 ans, c'est carré. Il va falloir maintenant que Quinn Snyder gère ça parce que, je vous l'ai dit, on en parle tout de suite, il s'est fait un peu out-coacher par monsieur Tyronn Lue. Alors là, du coup, c'est pas le premier, puisque Rick Carlisle s'est aussi un peu fait avoir lors des derniers playoffs, mais il va falloir se reprendre là-dessus. Ça fait plusieurs années que le Jazz est compétitif, et à chaque fois, ça coince un peu en playoff, en post-season. Donc il va falloir très vite se reprendre en main. Je pense que si là, il ne fait pas des bons playoffs, eh bien, ce sera au revoir, merci pour tout le travail effectué, puisque je l'ai dit, on a eu un changement de propriétaire de franchise, un changement de GM. La prochaine place, ouais, c'est le coach. C'est vraiment là, parce qu'il est là depuis quelques années et ça performe bien. Donc, je pense qu'ils l'ont gardé pour ça, mais s'il y a le moindre problème, ça saute directement. Donc, grosse pression, je pense, sur les épaules de Monsieur Snyder. Et on va voir, déjà, je pense que 5 majeurs. J'ai pas vu s'il y avait des blessures dans cette équipe là dernièrement, j'avoue que j'ai pas été trop sur les news. Je pense que facile de créer un 5 majeur. Mike Conley, Donovan Mitchell sur le backcourt. À côté de ça, tu mets Royce O'Neal et Bogdanovic, poste 3, 4. Tu mets celui que tu veux. Et bien sûr, la tour Eiffel au centre du village, Monsieur Rudy Gobert. Donc, 5 majeurs très propres et profondeur maximale. On va attendre pas mal de Rudy Gobert. Est-ce qu'il sera capable de faire une nouvelle saison de défenseur de l'année? J'aimerais beaucoup aller chercher un 4e titre de défenseur de l'année, arriver au même niveau que Mutombo. Ça commence à causer très très fort, puisque mine de rien,
pense qu'on prend peut-être un peu trop ça pour acquis, mais Gobert a 3 titres de meilleur défenseur, et il est dans une classe très très restreinte, avec du coup Mutombo, Dwight Howard et Big Ben. J'en vois pas d'autres là, donc ils sont 4. Club des 4, c'est pas énorme. Donc voilà, une grosse saison de Rudy Gobert. Il faut que Donovan Mitchell continue sa progression. Je pense que statistiquement parlant, il n'est pas au max, mais dans une équipe avec autant de bons joueurs, il n'explosera pas. Voilà, on parlait de lui un peu en tant que MVP oublié la saison dernière. Je me souviens pas quelle place il a fini au classement à la fin de l'année, mais c'est vrai que dans une équipe qui fait top 1, bah, c'est le meilleur scoreur, c'est le franchise player malgré son jeune âge encore. Donc cette année, il peut refaire une très très bonne saison, gratter 28 points de moyenne peut-être, pourquoi pas, et gratter peut-être quelques voix pour le MVP. En tout cas, il faudra aussi qu'il fasse une très bonne saison. Et ouais, aussi quelques doutes, puisque on sait qu'avec tout ce qui était Covid et tout, il était plus très chaud dans cette équipe. Il y avait eu quelques rumeurs. On verra pareil. Hein. Là, je pense que l'année du Jazz, je vous l'ai dit, on va pas trop voir la saison régulière. On va surtout se concentrer sur les playoffs. Et les playoffs 2022 de cette équipe seront hyper importants pour la suite, que ce soit au niveau du coach, au niveau de la superstar, au niveau de la team. On a des joueurs qui sont là sur le long terme, mais c'est pas dit que Donovan Mitchell demande son transfert dans la saison, dans l'été, juste après des playoffs, si ça sort au premier tour ou quoi. Attention à ça aussi. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire sur le Jazz. Dites-moi, donnez-moi votre avis sur les réseaux, dans les commentaires si un jour je mets cette preview sur YouTube. Et on va passer à l'autre équipe. Voilà. Pour résumer, Utah, pas de souci en saison régulière. Et on va bien observer Spida, on va bien observer Gobert. On va kiffer parce que cette équipe, elle est quand même, mine de rien, bien agréable à regarder jouer. Et rendez-vous en playoff en mai 2022. On se donne rendez-vous là-bas et on en reparlera à ce moment-là. Voilà, on passe sur l'autre conférence avec aussi une équipe qui a pas mal d'attentes. Et donc on va parler des Nets directement. C'est parti. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid. I'm in a fucking zone. Voilà, petite transition, petite dédicace à Mathieu si tu passes par là. Et on va parler de Brooklyn. Beaucoup de choses à dire, que ce soit sur la saison dernière, que ce soit sur l'été, que ce soit sur ce qui arrive, avec pas mal de questionnements. Mais du coup, d'abord, on commence chronologiquement. On revient sur la saison 2020-2021. Deuxième de la conférence Est, 48 victoires, 24 défaites. Et la première chose que j'ai écrite sur mes notes, c'est une saison effrayante. Parce que je pense que la saison, c'est une saison effrayante. Quand t'as James Harden qui débarque, Kyrie et Kevin Durant dans ton équipe, que Harden et Durant jouent la moitié de la saison, et tu finis deuxième, et tu passes à du coup un orteil des finales de conférence avec des joueurs blessés. C'est exceptionnel. Magnifique saison de la part de Brooklyn. On va commencer par les blessures, par tout ce qui est absence, que ce soit les anniversaires des cousines et des sœurs et les anniversaires des cochons d'Inde, bref, Kyrie qui a été absent pour certaines bonnes raisons et d'autres un peu plus étranges, on va dire. Donc je le disais, un monstre à 3 têtes. Kyrie, on commence par lui. Même si il y a eu des soucis, bon, on le connaît, c'est Kyrie, c'est pas grave. Il sort quand même sa plus belle saison en carrière de loin, parce que 27 points par match, 6 rebonds en 50, 40, 90, extrêmement propre, extrêmement violent, du Kyrie qu'on aime. Quand il veut bien jouer au basket et qu'il n'est pas à Boston, ça marche du feu de Dieu et c'est vraiment très très agréable à regarder. À côté de lui, le meneur James Harden, tous les deux se sont très bien trouvés. Pareil, une saison magnifique.
Là, je l'ai pas, mais je pense qu'il finit meilleur passeur de la saison avec 11 passes de moyenne, 8 rebonds, 25 points. Trop fort. Et puis le troisième, larron, mais larron, je sais plus ce que c'est le terme exact. Le troisième gars de l'équipe, Monsieur KD, pareil, saison de malade. Aussi ah non, il est pas du tout, 88% en lancer franc, en 50, 40, 90, extrêmement sale, extrêmement violent. Voilà pour le trio. À côté d'eux, on a des joueurs importants. Joe Harris, très fort, très bonne saison. Le troisième meilleur shooter de tous les temps selon KD. En tout cas, je crois qu'il a dit le troisième meilleur shooter avec qui j'ai joué après Stephen Curry et Klay Thompson. Ce qui est absolument énorme. Caris LeVert qui a fait un petit bout de saison. Spencer Dinwiddie aussi, on en reparlera de. Caris, je vais en parler tout de suite. Il a été envoyé dans le trade pour avoir Monsieur James Harden, donc il a atterri chez Indiana, on s'en souvient. Jeff Green, très belle saison aussi, le vétéran, magnifique, qui fait les petites choses qu'il faut et qui apporte sa petite dizaine de points, très propre. Jarrett Allen, pareil, aussi dans le trade. Il est dans le trade pour Harden, lui, je me souviens plus, ce trade était tellement énorme. En tout cas, il a joué 12 matchs et puis il a été remercié. Landry Shamet en sortie de banc, Bruce Brown, Monsieur Nikos Claxton qui a apporté un peu de viande dans cette équipe, parce que c'est vrai qu'on parle d'une équipe qui a des très beaux joueurs mais qui n'a pas forcément un gros tonton dans la raquette, et voilà, il est là, le potentiel gros tonton qui est très jeune et qui va prendre le temps de se développer. DeAndre Jordan également. Bon, la liste est très longue parce qu'il y a beaucoup de gros noms dans cette équipe, mais voilà, une très belle saison. Timothée, attendez, Cocorico, TLC, Timothée Luau Cabarro, qui a fait une jolie saison en sortie de banc quand même. On se demandait si ça allait pouvoir jouer. Bah franchement, 18 minutes de moyenne sur 58 matchs, c'est assez propre. Et attendez, que je ne les oublie pas, Blake Griffin, qui est arrivé en cours de saison, lui qui avait commencé sa saison à Détroit, très propre, une renaissance de fou, puisqu'il a recommencé à dunker, il a recommencé à faire quelques petits highlights, en plus ça shoot un peu à 3 points, comme il avait pu le montrer sur ses saisons précédentes, très propre. Et monsieur Lamarcus Aldridge, qui a joué seulement 5 matchs et qui a pris sa retraite, mais on en parlera juste après. Donc voilà, une très belle saison. Je pense que j'ai fait le tour sur tous les joueurs. On va parler un peu du coaching, puisque il y avait du beau monde sur ce banc, à commencer par Steve Nash, coach rookie, et pas la saison la plus simple pour démarrer en tant que rookie, même si bien sûr, on ne cessera de le répéter, mais cette équipe avec des noms comme ça, c'était obligé que ça performe. Mais quand même, il y avait des blessures, il y a eu pas mal de petits ajustements, je sais pas combien de 5 majeurs il a dû faire lors de la saison, mais il s'est pas mal amusé. À côté de lui, Ime Udoka et Mike D'Antoni, voilà, donc il y avait du beau monde, je le disais. Un beau respect aussi, du coup, à Steve Nash pour sa saison. Et donc, on abordait les playoffs plutôt sereinement, parce que je crois qu'au début des playoffs, on a tous les joueurs qui sont présents. KD, Kyrie et le barbu. Donc on se dit attention, cette équipe elle va faire très mal. Bon, déjà premier tour, petite claque, balayage face aux Celtics, tranquillement, ça chauffe tranquille. On se fait prendre un petit match par un Jason Tatum à 50 points, mais ça peut arriver à du monde, je pense. Et vient là la série, je pense la plus dingue la plus dingue de ces playoffs 2021. Juste pour revenir là-dessus, on avait la meilleure attaque de la saison régulière dernière, mais par contre une défense assez crade, c'était pas trop le fort de cette équipe. 23e defensive rating. Est-ce que ça va s'améliorer un peu cette année? J'ai un petit doute, mais ça peut quand même le faire. Donc je reviens sur la série face aux Bucks, folle en 7 matchs, on le sait, avec des Bucks qui s'imposent à la fin. Et oui, parce qu'il y a eu des petites blessures côté Nets, on n'a pas réussi à trop s'en sortir avec ça. 3 matchs manqués par James Harden,
Et 3 matchs manqués par Kyrie, pas les mêmes en plus. Donc ça fait chier, même si avec même le duo, bon, déjà KD c'est très fort, ça a failli sortir les Bucks, mais avec, que ce soit avec Kyrie ou avec Harden, même si les deux sont pas à 100%, ça aurait pu le faire quand même. Malheureusement, c'était trop compliqué, les Bucks avaient une très 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 grosse défense, et je l'ai dit, on passe à une demi-pointure d'aller en finale de conf face aux Hawks, donc potentiellement des finales NBA. On va pas refaire le monde avec des si, mais en tout cas, voilà, une saison effrayante et des playoffs aussi effrayants parce que avec des joueurs qui sont pas à 100%, c'était quand même très très sérieux. Avec les noms qu'il y a, vous allez me dire, c'est normal, mais quand même, fallait le faire. Il y avait de la pression sur cette équipe, mine de rien, donc fallait le faire. Voilà, on clôt l'épisode, la partie saison régulière pour s'attaquer à l'été et à la draft, puisque 5 picks de draft quand même du côté de Brooklyn, si je ne dis pas de bêtises. On a d'abord Cam Thomas, arrivé en choix numéro 27. Bon, je pense que Cam Thomas, même pour ceux qui suivent pas trop tout ce qui est pré-saison et Summer League, ils ont pu le voir un peu, parce que là en pré-saison il a chauffé pas mal, un Kyrie 2.0. Attention à la suite, très très intéressant de voir, ça va être très très intéressant de voir Cam Thomas évoluer dans cette équipe. Je sais pas s'il jouera beaucoup, mais bon, il est jeune, il aura le temps. Et puis Deron Sharp, donc un pivot uber athlétique, gobeur de rebond et capable de défendre, de mettre du gros contre. Donc un deuxième tonton, c'est bien, très très jeune, faudra le développer, mais c'est un deuxième gars que tu peux envoyer. Faudra peut-être faire attention, on sait que les jeunes pivots font souvent pas mal de fautes. Je sais pas trop, il y en a qui arrivent et qui sont méga propres tout de suite, qui arrivent bien à pas trop sauter dans les feintes. Je sais pas trop dans quelle catégorie se situe Deron Sharp. En tout cas, un gros pivot bien costaud, ça fait plaisir. Avec ça, il y a aussi DeAndre Bembry. Alors lui, il est pas drafté, mais il était du côté de Toronto. Je disais 5 choix, plus il y avait 3 choix au second tour que je n'ai pas noté. Vous m'en excuserez. Je commençais à parler des arrivées du coup. On a Patty Mills, qui est une très belle arrivée en 6e homme. Ça se hype un peu, qui va pouvoir chapeauter du coup Cam Thomas. Vous voyez, ça marche plutôt bien de ce côté-là. Donc Patty Mills qui arrive. On a aussi Paul Millsap. On a la Marcus Aldridge qui sort de sa retraite, qui a le droit de jouer. Donc c'était un petit souci au cœur, pour rappel, parce que attention, on rigole pas avec le cœur. Mais a priori, tout va bien, il a le feu vert des médecins, donc let's go, ça revient du côté de Brooklyn. Et on a James Johnson, donc des jeunes avec la draft et avec des petits trades, du bon gros vétéran bien sérieux, parce que Patty Mills quand même, on se rappelle, Spurs, 6e homme à côté de Ginobili, très propre. Paul Millsap, All-Star, un vrai gars capable de bosser dans l'ombre, assez âgé mais ça peut le faire. LMA, il va apporter du shooting, il va apporter ce qu'il sait faire, c'est aussi très très bien. Donc du côté des arrivées, c'est très propre. Et quand même, vous l'avez vu, il y a pas mal d'arrivées, donc il y a aussi pas mal de départs. Landry Shamet, qui est parti du côté de Phoenix. TLC, du coup, je crois qu'il a été coupé, ou je sais plus si son contrat était en fin, ou s'il a été coupé. En tout cas, lui, il a signé du côté d'Atlanta, c'est très très cool. Tyler Johnson, Alice Johnson, Reggie Perry, DeAndre Jordan qui a été tradé, Spencer Dinwiddie également qui a été tradé du côté de Washington. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il a fait une saison blanche pratiquement, et du coup il a été tradé à Washington cet été. C'est vrai que il faisait plus trop partie du projet en fait, comme vu sur son poste ce qu'il y avait, ils n'avaient pas forcément besoin d'un Dinwiddie aussi cher pour le faire sortir du banc. Chris Chiosa, Mike D'Antoni du coup, et Ime Udoka, je parlais des assistants tout à l'heure, donc qui quitte aussi l'équipe, et DeAndre Jordan, j'en ai parlé, et Jeff Green, voilà, Jeff Green qui était dans le trade, je crois, pour Paul Millsap, je sais plus si ça a signé en agent libre ou si c'était un trade. En tout cas, Jeff Green est parti du côté des Nuggets, j'ai eu l'occasion d'en parler. Voilà. Beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs, ça change pas mal de choses, mais ça garde la base, KD qui re-signe et qui met la daronne à l'abri, 4 ans, 194 millions, on est bien.
Blake Griffin également qui a signé pour, je ne l'ai pas noté le nombre d'années et le montant, mais Blake Griffin qui re-signe, et Bruce Brown. Voilà, on se garde évidemment le franchise player, ça c'est comme les Kawhi, c'est comme les autres joueurs que j'ai pu citer. Quand il est dans ton équipe, tu le prolonges et basta, on passe à autre chose. Et bien sûr, donc je disais Blake Griffin, Bruce Brown, du vétéran, de l'expérience, des gars qui savent jouer, qui ont un peu de basket dans les mimines. Donc voilà, une équipe qui a pas mal bougé, mais qui a su faire les bons choix, je pense. On va voir ce que ça va donner sur la saison 2022. Et par où commencer? Objectif titre hein, aussi, voilà, on n'est pas sur de l'objectif lune, on est plutôt sur de l'objectif titre clairement. Et pour l'instant, il y a une grosse question, un gros questionnement autour de Kyrie Irving, puisque monsieur ne veut pas se faire vacciner. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire parce que je pense que vous avez été pas mal bassiné avec ça. Mais donc, il veut pas se faire vacciner, il est obligé de se faire vacciner pour jouer dans l'état, pour jouer à Brooklyn tout simplement. Il pourrait jouer les matchs à l'extérieur, mais les dirigeants des Nets ont décidé de le couper du reste du groupe. On est un peu dans une situation où c'est tu te fais vacciner, tu auras le droit de venir aux entraînements, aux matchs, à ce que tu veux. Tu peux reprendre ta vie normale de joueur de basket, mais on a un peu un camp contre l'autre. Chacun pensera ce qu'il veut de la situation. Moi, perso, je pense que Kyrie en fait un peu trop. Voilà, c'est bien de se battre pour ses idées. Il a raison, il n'y a pas de souci, ok. Mais d'un côté, il est quand même payé pour jouer au basket. Là, on voit même, à l'heure où j'enregistre, on voit même que la situation, on n'est pas dans la même situation bien sûr, mais que Ben Simmons reviendrait s'entraîner un peu avec Philadelphie, tu vois, donc il comprend que, bon, malgré tout, son taf c'est de dribbler sur le terrain et c'est à peu près tout, et surtout que Kyrie le fait plutôt bien, donc voilà. Au-delà de ça, au-delà de ce gros point noir, du coup il y a d'autres questions qui arrivent. Est-ce qu'il va être prolongé? Est-ce qu'il va pas être tradé en cours de saison? Voilà, il y a beaucoup de choses qui résultent du fait que Kyrie est un peu une tête de con et ne veuille pas se faire vacciner pour pouvoir rejoindre le groupe. Ça peut aussi créer une fissure dans le roster, bien sûr. Il y a des gars qui vont être en mode il abuse, tout ça parce que c'est une star, il fait chier le monde. C'est vrai que des joueurs qui n'auraient pas son statut se permettraient peut-être pas ce genre de choses par peur de mettre fin au contrat, machin. C'est une situation très très compliquée. Mais à côté de ça, il va falloir être sérieux 2 minutes. Kyrie, il a été écarté du groupe. Ok, maintenant, le débat est clos, j'en parlerai peut-être à la fin. Quant à James Harden et Kevin Durant dans un même roster, il y a quand même moyen d'aller chercher le titre. Surtout avec les joueurs qui ont été ramenés. On va commencer par faire un petit 5 majeur. Du coup, on met Kyrie Irving de côté. James Harden à la main. À côté de lui, tu mets, je pense que Patty Mills en sortie de banc. Pourquoi pas mettre Cam Thomas, ok. Ou DeAndre Bembry. Je pense que ce sera Bruce Brown, Joe Harris. Et puis après, au front de courte, KD et Blake Griffin. Voilà, on est sur sensiblement à 2-3 choses près, à un Kyrie Irving près, le même 5 que l'année dernière. Du coup, voilà, avec une équipe comme ça, c'est pas même problème que la régulière d'avant. Tu vas peut-être avoir quelques soucis pour défendre. Par contre, en attaque, ça peut être très très sale. Donc, tu as quand même les capacités d'être dangereux. Tu as des superstars injouables. Donc, tu seras compétitif. Pour moi, sans Kyrie, ce sera peut-être pas le cas. Mais les Nets finiront deuxième de conférence. Ça ira pas plus bas. On l'a vu avec une équipe l'année dernière où il y a, je crois, je sais plus, 27 joueurs qui ont été utilisés, ce qui est énorme pour une équipe qui a fini deuxième. Des blessures partout, en tout cas surtout au niveau des stars. Là cette année, si ça fait 70 matchs côté James Harden et 70 matchs côté KD, ça va être très très sale. Ça va gagner beaucoup de matchs et ça finira certainement à la tête de la conférence Est, pourquoi pas même à la tête de la ligue. Donc Kyrie ou non, l'objectif reste le même. Défendre un maximum avec ce que tu peux faire. Attaquer du feu de Dieu et arriver, comme les autres équipes,
qui ont eu quelques soucis de blessure, à 100% pour tout le monde en playoff. Côté profondeur, je le disais, j'ai bien aimé les moves de l'été, que ce soit les jeunes comme Cam Thomas ou Deron Sharp, qui gratteront les minutes. Patty Mills, c'est bien. Paul Millsap, c'est bien. LMA, c'est bien. Nick Claxton, je le disais, qui pourra venir, quand il y aura des gros baobabs dans la raquette, il pourra venir les embêter un peu. Et on mettra Blake Griffin, et pourquoi pas à côté au poste 4 ou sur le banc, ce sera tout aussi bien. Donc il y a de la profondeur, il n'y a pas trop de défense, mais ça va le faire, j'y crois. Dites-moi ce que vous pensez des Nets. J'ai fait un peu rapide sur le cas Kyrie, j'ai pas regardé les dernières news, mais je sais que ça pue un peu. Ce serait bien quand même pour le bien de tout le monde qu'il se fasse vacciner, qu'il vienne jouer, qu'il mette un peu sa fierté de côté, j'ai envie de dire, et que ça crée pas une énorme fissure dans le groupe, dans la franchise. Et ouais, parce que ça mettrait un peu une balle dans le pied au projet Nets. Mais comme je le répète encore une fois, avec James Harden et KD, t'as quand même moyen d'aller largement en finale NBA. Et voilà, on espère que Kyrie ne pourrira pas toute la saison des Nets finalement, tout simplement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi plein de choses. Dites-moi où est-ce que vous voyez finir le Jazz, du coup, les Nets, ce qui va se passer avec Kyrie. Je veux bien, si un mec a une petite boule de cristal, qui me dise ce qu'il voit dedans. En tout cas, ce fut encore un plaisir pour moi de faire cette preview. Oh là là, je galère pour la fin. Je vous invite à venir sur les réseaux sociaux, vous abonner, apporter de la force et venir discuter, bien sûr, comme d'hab, à partager le podcast aux gens qui aiment le basket, aux gens qui aiment Kyrie, aux gens qui aiment tout, même ceux qui n'aiment pas le basket, c'est pas grave, faites découvrir. Ça me fera plaisir. En tout cas, je vous remercie. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée, comme d'habitude. Et puis, je vous retrouve demain pour la dernière preview de l'année. Ça concernera, vous l'avez compris, les finalistes de la dernière saison, à savoir les Milwaukee Bucks d'un côté et les Phoenix Suns de l'autre. Pas mal de choses à dire aussi, on va se régaler. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis bonne soirée et à demain pour la dernière preview. Salut, salut!